Personne de ma famille n'est venu à mon mariage. Des semaines plus tard, mon père m'a envoyé un SMS, « J'ai besoin de 8400 € pour le mariage de ton frère. » J'ai envoyé 1 euro avec le message « Tous mes vœux ». Puis j'ai dit à mon mari de changer les serrures. Puis mon père a débarqué avec la police. Je m'appelle commandant Émilie Cartier, officier des commandos marines français. Et le jour de mon mariage, il y avait 142 invités. Pourtant, pas un seul d'entre eux ne faisait partie de ma famille. Lorsque les portes de l'église se sont ouvertes, la lumière du soleil s'est répandue dans l'allée centrale comme un projecteur sur une scène. L'orgue a commencé à jouer et tout le monde s'est retourné. Des appareils photos, des chuchotements, des sourires, à l'exception des 3 premiers bancs où j'avais réservé des places pour mes parents et mon frère. Ils étaient vides, bordés de rubans blancs que personne n'a jamais touchés. J'ai remonté l'allée toute seule. Pas de bras paternel, pas de pas pour me guider, juste le cliquetis de mes chaussures sur le marbre et le rythme régulier de ma respiration. Des années d'entraînement au commandement m'avaient appris à garder mon sang-froid sous la pression. Pourtant, lorsque j'ai jeté un coup d'œil vers ces sièges vides, quelque chose en moi a vacillé. J'ai fixé mes yeux droits devant moi sur Alexandre, l'homme qui m'attendait à l'hôtel. Il a souri. Il était calme, de ce genre de calme qui vient quand on passe sa vie à construire et réparer des moteurs. Alexandre n'a jamais servi dans l'armée, mais il comprenait la structure, la fiabilité et le courage silencieux. C'était suffisant. Quand je l'ai rejoint, il a pris ma main, et l'espace d'un instant, j'ai oublié chaque absence dans la pièce. La cérémonie s'est déroulée comme sur des roulettes. L'aumônier, un vieil ami de la marine, a parlé doucement de loyauté et d'endurance. Chaque mot avait un double sens pour moi. La loyauté et l'endurance au combat au sein de la famille. Au moment d'échanger nos vœux, ma voix n'a pas tremblé. J'avais déjà tout promis à mon pays auparavant, faire une promesse à Alexandre me semblait simple en comparaison. Après les applaudissements, la musique et la file d'invités venus nous serrer la main, la nuit s'est fondue dans les rires et le champagne. La famille d'Alexandre a dansé. Sa mère m'a prise dans ses bras et m'a murmuré, « Tu nous as, nous, maintenant. » C'était censé être réconfortant, mais ça a piqué plus que ça n'a guéri. Je n'arrêtais pas de jeter des coups d'œil vers la porte, m'attendant à moitié à voir mon père arriver en retard, faisant son entrée avec une vague excuse sur les embouteillages. Il ne l'a pas fait. Ni ma mère, ni mon frère, dont le dernier SMS, datant d'il y a des mois, disait simplement « Ne t'attends pas à grand-chose de notre part ». Plus tard, quand les invités sont partis, Alexandre et moi nous sommes assis sur le balcon de l'hôtel avec vue sur la rade de Toulon. Les navires brillaient au loin, leurs moteurs bourdonnant sourdement dans la nuit. J'ai bu une gorgée de champagne, mais il avait un goût de sel. Mon téléphone était posé sur la table, l'écran noir, attendant toujours un message qui ne viendrait pas. Alexandre a dit doucement, « Tu n'as pas besoin de continuer à attendre, Émilie. » Je sais, ai-je répondu, même si ce n'était pas vrai. Dans la marine, on apprend à s'attendre au pire, tout en se préparant au meilleur. J'avais espéré qu'il changerait peut-être d'avis. Il a posé sa main sur la mienne. La famille, ce n'est pas ceux qui sont censés être là. C'est ceux qui le sont vraiment. Je lui ai souri, mais quand il a détourné le regard, mes yeux se sont remplis de larmes que j'ai refusé de laisser couler. Le lendemain matin, la lumière du soleil filtrait à travers les rideaux. Je me suis assise près de la fenêtre, toujours dans le peignoir en soie que l'hôtel nous avait offert, et j'ai de nouveau regardé le port. C'était paisible, le genre de matin qui vous convainc presque que la douleur n'était qu'un rêve. Mais ensuite, j'ai vu l'invitation pliée sur la table, celle adressée à M. et Madame Laurent Cartier et leur famille, intacte. Je l'ai ramassée, j'ai passé mes doigts sur les lettres en relief, puis je l'ai pliée une fois de plus et glissée dans la veste de mon uniforme. Certains rappels ont besoin de faire mal. Ils vous gardent honnête. Nous avons passé la semaine suivante à voyager le long de la côte, visitant de vieux chantiers navals et de petits restaurants de bord de mer calme. Alexandre adorait les petites villes. J'aimais le regarder parler à des inconnus comme si tout le monde avait une histoire digne d'être connue. Pendant un moment, j'ai oublié ma famille. Mais quand nous sommes rentrés chez nous, près de la base navale de Toulon, le silence m'a de nouveau accueilli. Je n'avais pas réalisé à quel point le silence pouvait être lourd jusqu'à ce qu'il devienne la seule chose que mes parents me donnaient. Les jours ont passé. Je me suis plongé dans le travail, formant les nouvelles recrues, examinant les rapports logistiques,
encadrant de jeunes officiers qui me rappelaient ce que j'étais il y a 10 ans. La discipline était plus facile à gérer que le chagrin. Pourtant, la nuit, quand Alexandre s'endormait, je faisais défiler d'anciennes photos, la remise de diplôme de mon frère, le dîner d'anniversaire de mariage de mes parents, le repas de Noël juste avant mon premier déploiement. Sur chaque image, j'étais en uniforme, souriant trop largement, essayant trop fort. Je me suis demandé si c'était à ce moment-là qu'ils avaient commencé à m'en vouloir, quand mes réussites sont devenues un miroir pour tout ce que mon frère n'était pas. En grandissant, je n'ai jamais désobéi à mon père. Il était directeur d'école, strict, respecté, fier. Quand je me suis engagé, il m'a dit « L'armée n'est pas la place d'une fille ». Quand je suis rentré à la maison en tant qu'officier commando décoré, il m'a dit « Ne prends pas la grosse tête ». Quand j'ai été promu, il n'a rien dit du tout. Alors, j'aurais peut-être dû m'attendre à ces sièges vides. C'était peut-être son ultime leçon. Le silence comme punition. Un soir, j'ai quand même essayé de l'appeler. Le téléphone a sonné 2 fois avant de tomber sur la messagerie vocale. J'ai laissé un message simple. « Salut, papa. Je voulais juste que tu saches que le mariage s'est bien passé. Je vais bien. » J'ai raccroché avant que ma voix ne se brise. Quelques jours plus tard, j'ai reçu une carte de l'un de mes coéquipiers de la marine qui avait assisté à la cérémonie. Il y était écrit « Tu étais plus grand en marchant seul que la plupart des gens avec une armée derrière eux. » Cette phrase m'est restée. Ce n'était pas de la fierté que je ressentais, juste la confirmation que je n'avais pas imaginé cette solitude. Alexandre a trouvé la carte sur mon bureau et l'a lue silencieusement. « Tu as vraiment marché seul, hein ?»« Ouais, » ai-je répondu, et je suppose que je vais continuer à le faire. Il a secoué la tête. « Non. Tu m'as, moi, maintenant. Tu as un foyer. » Pour la première fois, je l'ai cru. J'ai pensé que peut-être, juste peut-être, le silence de ma famille s'estomperait pour devenir un bruit de fond, une blessure qui ne se rouvrirait pas. J'avais tort, car des semaines plus tard, alors que je m'y attendais le moins, le silence a été brisé par un simple message de mon père. Un SMS si absurde, si audacieux que j'ai dû le lire 2 fois pour y croire. J'ai besoin de 8 400 € pour le mariage de ton frère. Tu as toujours été la plus responsable. J'ai fixé l'écran, la bouche entr'ouverte. Après des mois de silence total, pas un appel, pas des félicitations, il me contactait pour me demander de l'argent pour le mariage de mon frère. Alexandre a regardé par-dessus mon épaule. « Tu plaisantes. » « Non, ai-je dit, c'est bien réel. » J'ai posé le téléphone et j'ai poussé un petit rire court, amer, presque hystérique. Ce n'était pas de l'humour. C'était l'incrédulité qui s'exprimait bruyamment. Le genre de rire qu'on utilise quand les mots ne suffisent plus. Alexandre a demandé doucement, « Qu'est-ce que tu vas faire ?» J'ai fixé le téléphone pendant un long moment. Puis je l'ai pris, j'ai ouvert mon application bancaire et j'ai viré exactement 1 euro. Le motif du virement disait « Tous mes vœux ». Ensuite, j'ai bloqué le numéro, je me suis tourné vers Alexandre et j'ai dit « Change les serrures demain ». Il a hoché la tête sans poser de questions. Parce que dans notre maison, le silence n'était plus un danger. C'était la paix. Le lendemain du jour où j'ai envoyé ce virement d'1 euro, je m'attendais presque à ce que le monde réagisse par un appel téléphonique, une porte claquée, une tempête. Mais le ciel est resté calme et gris au-dessus de Toulon. Alexandre est parti tôt travailler, son café à la main, et a embrassé mon front comme si de rien n'était. Je me suis assise près de la fenêtre avec mon ordinateur portable ouvert, faisant semblant d'examiner un rapport d'approvisionnement, mais mes yeux n'arrêtaient pas de dériver vers le téléphone sur la table. Le numéro bloqué se moquait de moi, trônant là dans une provocation silencieuse. Mon père m'avait élevé pour être obéissante et disciplinée, mais il avait oublié que la discipline est une arme à double tranchant. À midi, je l'ai débloqué. Non pas parce que je voulais lui parler, mais parce que le silence avait commencé à bourdonner plus fort que n'importe quel message. 2 minutes plus tard, un nouveau SMS est apparu. C'est drôle. Je ne pensais pas que tu serais aussi mesquine. Le mariage de ton frère a lieu le mois prochain. Ne nous fais pas honte une fois de plus. Je l'ai lu 2 fois. Mesquine. Ce mot a frappé plus fort que je ne le pensais. Ce n'était pas l'insulte. C'était la cruauté désinvolte. Comme si tout ce qu'il y avait entre nous avait été réduit à une simple facture.
J'ai tapé une douzaine de réponses avant de toutes les effacer. Chaque version me semblait trop faible ou trop en colère. Puis je me suis souvenu de ce qu'un de mes instructeurs m'avait dit un jour, le silence est la réponse la plus forte au manque de respect. Alors, j'ai éteint mon téléphone. Ce soir-là, Alexandre est rentré à la maison et m'a trouvé en train de polir mes médailles, ce que je n'avais pas fait depuis avant le mariage. « Ça va ?» a-t-il demandé doucement. « Je les garde juste propres. » Il s'est appuyé contre l'encadrement de la porte. « Tu n'as rien à lui prouver. »« Je ne le fais pas pour lui, ai-je dit. Je me prouve à moi-même que tout ça où j'ai montré les rubans et les insignes du geste n'a pas été gaspillé pour quelqu'un qui n'arrive pas à voir plus loin que sa propre fierté. » Alexandre a souri doucement. « Tu sais, pour quelqu'un qui a connu le combat, tu es très mauvaise pour ignorer les mines antipersonnelles. » Il n'avait pas tort. Les semaines suivantes m'ont semblé étrangement plus légères. Je me suis investi à fond dans l'entraînement, planifiant la préparation physique matinale à 5 heures. Mon unité avait reçu un nouveau lot de recrues, et leurs grands yeux m'ont rappelé la jeune femme que j'étais. Impatiente, naïve, pensant que les médailles pourraient réparer ce que la famille avait brisé. Un après-midi, je faisais le compte-rendu d'une réunion logistique lorsque le maître principal Rousseau, mon commandant en second, m'a arrêté dans le couloir. « Commandant, a-t-il dit prudemment. J'ai vu votre père la semaine dernière. » Je me suis figé. « Pardon ? Il était en ville. Il a dit qu'il voulait savoir sur quelle base vous étiez. Il a posé des questions à d'anciennes connaissances de la marine. Comment savez-vous cela ? » Rousseau a hésité. Il est passé par le café près des docks. Il a posé des questions sur vous, a dit que c'était une affaire de famille. J'ai pris une lente inspiration. Vous ne lui avez rien dit, n'est-ce pas ? Il a rapidement secoué la tête. Bien sûr que non, commandant. Bien. Je me suis éloigné avant qu'il ne puisse poser de questions. Mon père avait franchi une limite, pas avec la police, pas avec l'argent, mais avec le contrôle. Ce même contrôle qu'il utilisait quand j'avais 16 ans, lorsqu'il m'a obligé à annuler mon bal de fin d'année parce que ma moyenne avait baissé d'un seul point. Ce même contrôle qui l'avait poussé à garder ma lettre d'admission à l'école navale pendant 3 semaines avant de me la remettre enfin avec les mots « Tu le regretteras ». Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je me tenais dans la cuisine, fixant la lumière du réfrigérateur et écoutant la pluie frapper la fenêtre. Alexandre est entré doucement, se frottant les yeux. « Tu penses encore à lui. » J'essaie de ne pas le faire, ai-je dit, mais c'est comme s'il m'avait dressé à attendre le prochain ordre. Elle s'est appuyée sur le comptoir. Alors désapprends-le. Tu n'es plus son soldat. J'ai esquissé un faible sourire. Non, je ne le suis plus. Le lendemain matin, je suis allé à la chapelle de la base avant le lever du soleil. Je n'y étais pas pour prier pour lui, pas encore, mais pour me stabiliser. L'aumônier, un ancien fusilier marin que je connaissais depuis mon premier déploiement, a remarqué que j'étais assis seul. « Commandant Cartier, a-t-il dit en prenant place sur le banc à côté de moi. Vous avez l'air de quelqu'un qui mène une guerre non officielle. » J'ai soupiré. « Comment avez-vous deviné ? » Parce que vous êtes en uniforme avant 6 heures et que vous ne tenez pas de café dans vos mains. J'ai souri malgré moi. Il a attendu, puis a dit doucement, « Certaines batailles ne visent pas la victoire. Elles visent la survie du cœur. J'ai l'impression de perdre les deux. » Il a hoché la tête. Vous gagnerez quand vous cesserez d'avoir besoin qu'ils vous comprennent. Ces mots sont restés gravés en moi. Une semaine plus tard, j'ai reçu une enveloppe manuscrite. Pas un SMS, pas un email, une vraie lettre. L'écriture de mon père, nette et familière. Émilie, tu as oublié d'où tu viens. Ton frère et moi sommes en difficulté, et tu fais semblant d'être meilleur que nous là-bas. Tu peux garder tes médailles. Tu mourras seul avec. Papa. Pas de salutations, pas de formule de politesse chaleureuse, juste ça. J'ai plié la lettre 1 fois, 2 fois, puis je l'ai rangée dans le tiroir de la cuisine, sous les couverts. Je ne l'ai pas déchirée. Je ne l'ai pas brûlée. J'ai simplement refusé de lui accorder la moindre cérémonie. Ce soir-là, j'ai tout raconté à Alexandre, le café, la lettre, le passé. Il a écouté en silence, puis a dit, « Alors, qu'est-ce que tu veux faire ?»« Rien, ai-je répondu. Il veut une réaction. Je vais lui donner de la distance.
Alexandre a hoché la tête, bien que ses sourcils se soient froncés. La distance ne fonctionne que si les deux camps arrêtent d'avancer. J'ai levé les yeux. Qu'est-ce que tu veux dire? Il a déjà fait un pas vers toi une fois. Et s'il recommence, en plus bruyant? Ces mots sont restés en suspens dans l'air. 2 jours plus tard, alors que je terminais une séance d'information sur la formation, mon téléphone a vibré. Numéro inconnu. J'ai décroché instinctivement. Une voix bourrue a dit, c'est le commandant Cartier. Oui. Ici le brigadier Morel du commissariat de Toulon. Nous sommes devant votre domicile avec un certain monsieur Laurent Cartier. Il dit être votre père. J'ai senti mon estomac se nouer. Pourquoi, ai-je demandé, essayant de paraître calme. Il signale un vol familial, a dit l'agent prudemment. Il prétend que vous avez retiré des fonds familiaux sans consentement. Nous aimerions tirer cette affaire au clair. J'ai fermé les yeux. Restez où vous êtes. J'arrive. Quand je suis arrivé au portail 20 minutes plus tard, le vent transportait le son des sirènes qui s'éloignaient. Mon père se tenait entre 2 policiers en uniforme, les bras croisés, le visage rouge à force de crier. Alexandre se tenait à côté du porche, calme et impassible. Dès que mon père m'a vu en uniforme, il a eu un sourire en coin. Enfin décidé de te montrer, commandant. J'ai fait un pas en avant. Tu as amené la police chez moi. Tu as volé ta famille, a-t-il aboyé. Je veux ce qui nous appartient. J'ai croisé le regard des agents. Messieurs, cet homme est confus. Souhaitez-vous voir mon relevé bancaire pour le virement d'1 €? Ils se sont regardés, essayant de ne pas rire. L'un d'eux a toussé dans sa manche. Monsieur, a dit le policier le plus âgé à mon père. Il y a clairement eu un malentendu. La voix de mon père a craqué. Elle est ingrate. Ça suffit, ai-je dit d'un ton sec, le ton du commandement le transperçant comme un sifflet. Les policiers se sont redressés instinctivement. Alexandre s'est approché. Monsieur, je pense que vous devriez partir maintenant. Les agents ont guidé mon père vers leur véhicule. Au moment où ils ouvraient la porte, il s'est retourné et a crié, « Tu crois que ton grade te donne raison ?» Je l'ai regardé droit dans les yeux. Non, papa. Ça veut juste dire que j'ai mérité ma paix. Cette nuit-là, après le départ de la police, Alexandre m'a trouvé assise à la table de la salle à manger, les mains tremblant encore légèrement. Il a demandé doucement, « Ça va ?» Ouais, ai-je dit. Je crois qu'enfin, ça va. Parce que parfois, il faut le son des sirènes devant sa propre maison pour réaliser qu'on n'est pas celui qui a perdu le contrôle. Le lendemain matin, je me suis réveillé avant l'aube. Le ciel au-dessus de Toulon était encore d'un bleu d'encre, et l'air sentait légèrement le sel marin et l'asphalte mouillé par la pluie de la nuit. Alexandre dormait à côté de moi, sa respiration lente et régulière. Mais je ne trouvais pas le repos. Je me suis habillé sans faire de bruit, enfilant ma tenue bleue de la marine, et je suis sorti. Le porche était encore humide, le paillasson taché de boue par les bottes de police qui s'y tenaient la veille. La voix de mon père résonnait encore faiblement dans mon esprit. Tu crois que ton grade te donne raison. Ce ton, ce mélange d'amertume et de volonté de contrôle. C'était la même voix qui m'avait suivi toute ma vie. Mais la nuit dernière, c'était la première fois que je lui répondais d'égal à égal, et en tant que femme qui n'avait plus besoin de sa permission pour se tenir droite. Pourtant, une part de moi souffrait. On ne désapprend pas 30 ans de désir d'approbation paternelle du jour au lendemain. À 7 heures, je me suis présenté à la base. Le maître principal Rousseau a levé les yeux dès que je suis entré dans la salle des opérations. Son sourire en coin habituel avait disparu. « Bonjour, commandant » a-t-il dit prudemment. J'ai entendu parler de ce qui s'est passé. Je suis sûr que tout le monde est au courant, ai-je répondu en déposant mon dossier sur la table. Mettons-nous au travail. Il a hésité. Pour ce que ça vaut, les agents au portail ont dit que vous aviez géré ça comme une pro. J'ai esquissé un petit sourire. Tant mieux, car c'est exactement ce que je suis. Nous nous sommes plongés dans le briefing logistique, mais tout du long, j'ai senti le poids des ragots non dits planer sur moi. Tout le monde était poli, respectueux même, mais je pouvais le sentir. Les murmures, les regards curieux, les questions que personne n'osait poser. Pourquoi son père appellerait-il la police contre elle? À 11 heures, je me suis excusé et j'ai marché jusqu'à la chapelle de la base.
Elle était vide, à l'exception de l'aumônier qui polissait des bougeoirs en laiton. Il a levé les yeux. Semaine difficile, commandant. Je me suis assise sur le dernier banc. On peut dire ça. Vous voulez en parler? Pas vraiment, mais je n'arrive pas à arrêter d'y repenser. Il a hoché la tête d'un air entendu. Les blessures familiales ne respectent pas la hiérarchie militaire, n'est-ce pas? Non, monsieur, ai-je dit doucement. Elles ont préséance sur tout le reste. Le soir venu, j'étais de retour à la maison. Alexandre avait préparé le dîner, sa façon de dire « nous allons toujours bien ». J'ai essayé de manger, mais mon appétit avait disparu. Il a fini par dire « tu devrais probablement appeler ta mère. Elle n'arrête pas de m'envoyer des messages. » J'ai levé les yeux brusquement. Elle t'a envoyé des messages à toi. Il a hoché la tête. Elle dit que ton père est embarrassé, mais qu'il ne sait pas comment te joindre. Elle veut arranger les choses. J'ai repoussé mon assiette. Arranger les choses? Il a amené la police à notre porte, Alexandre. Je sais, mais peut-être qu'elle essaie de faire la paix. La paix sans excuse n'est pas la paix, ai-je déclaré catégoriquement. Il n'a pas argumenté. Alexandre avait appris que le silence était parfois plus sûr que la logique. Cette nuit-là, j'ai rêvé que j'avais de nouveau 12 ans, debout dans notre ancien salon, tenant un bulletin de notes avec que des excellentes appréciations. Mon père regardait la télévision, levant à peine les yeux. Quand il l'a finalement fait, il a dit « tu feras mieux la prochaine fois ». Même endormi, j'ai ressenti cette vieille piqûre. Le lendemain, j'ai été convoqué dans le bureau du commandant de la base. Le capitaine de vaisseau Lefebvre était un homme grisonnant avec cette sorte d'autorité calme qui vient des années de commandement et de trop de tasses de café noir. « Asseyez-vous, Cartier, a-t-il dit. »« Oui, mon capitaine. » Il s'est adossé à sa chaise. J'ai reçu un appel ce matin de la police locale à propos de la nuit dernière. Je me suis figé. Mon capitaine, Il a levé la main. Détendez-vous. Vous n'avez pas de problème. Ils m'ont dit que vous vous étiez comporté en professionnel, mais je voulais m'assurer que vous teniez le coup. Ce genre de situation familiale peut déstabiliser même les plus coriaces d'entre nous. Je vais bien, mon capitaine. Il m'a longuement étudié. Vous me rappelez moi à votre âge. Je pensais pouvoir discipliner la douleur. Il s'avère que la douleur ne suit pas les ordres. Les mots m'ont touché plus profondément que je ne l'aurais cru. Permission de parler librement, mon capitaine, ai-je demandé. Il a hoché la tête. Je ne comprends tout simplement pas comment un homme peut être à la fois un père et un ennemi. Il a soupiré. Parfois, ils commencent comme des pères et nous devenons les soldats qu'ils ne peuvent plus commander. C'était la chose la plus vraie que l'on m'ait dite depuis des années. Ce soir-là, j'ai décidé de répondre au message de ma mère. Ce fut bref. Maman, je suis en sécurité. S'il te plaît, ne venez pas ici. J'ai besoin d'espace. Elle a répondu en quelques minutes. Ton père se sent humilié. Il dit que tu l'as fait paraître faible. S'il te plaît, appelle. J'ai fixé le message jusqu'à ce que l'écran s'assombrisse. Puis j'ai verrouillé le téléphone et l'ai jeté sur le plan de travail. Alexandre m'observait. Tu ne leur dois rien, tu sais. Je sais, ai-je dit doucement. Mais une part de moi a toujours envie de l'entendre dire qu'il est désolé. Penses-tu vraiment qu'il le fera? J'ai secoué la tête. Non, il ne sait pas comment faire. 2 jours plus tard, j'étais au gymnase de la base quand j'ai vu un visage familier franchir la porte. Le brigadier Morel, l'un des policiers de cette fameuse nuit. Il m'a repéré et a fait un signe de tête respectueux. Commandant Cartier. Je lui ai rendu son salut. Brigadier, tout va bien? Oui, mon commandant. Je pensais juste que vous devriez savoir que votre père est repassé au commissariat. Mon estomac s'est contracté. Pourquoi faire? Il a dit qu'il voulait retirer sa plainte, mais il a aussi laissé ça. Il m'a tendu un morceau de papier plié. À l'intérieur, il y avait l'écriture de mon père. Tu as changé. Tu penses que le respect est dû, et non qu'il se mérite. Quand tu auras retrouvé la raison, tu sais où nous trouver. Je l'ai plié soigneusement et je le lui ai rendu. Vous pouvez le garder. L'agent a hésité. Vous êtes sûr? Oui,
j'ai déjà lu toutes les versions de cette lettre toute ma vie. Il a hoché la tête et est parti sans un mot de plus. Je me suis assise sur le banc, les coudes sur les genoux, le cœur battant plus fort que lors de n'importe quel déploiement. Parce qu'à ce moment-là, j'ai réalisé quelque chose de douloureux, mais libérateur, mon père n'était pas en colère parce que je lui avais désobéi. Il était en colère parce que je n'avais plus besoin de lui. Ce week-end-là, Alexandre et moi avons conduit jusqu'à la presqu'île de Gien pour respirer. Plus nous nous éloignions de Toulon, plus il devenait facile de penser clairement. Nous nous sommes arrêtés dans un petit restaurant au bord de la route, le genre d'endroit avec des tasses de café délavées et de vieux vétérans échangeant des histoires au comptoir. L'un d'eux a remarqué mon insigne de la marine et a demandé « Vous servez, commandant ?» « Oui, monsieur » ai-je répondu avec un petit sourire, toujours en service. Il a hoché la tête. « Bien. Ne laissez personne vous faire oublier qui vous êtes. » C'était une phrase si simple, mais elle a fait l'effet d'une bombe. Quand nous sommes rentrés ce soir-là, je me suis assise sur le porche et j'ai regardé le coucher de soleil embraser l'horizon d'or. Alexandre m'a apporté une tasse de café et s'est assis à côté de moi. « À quoi penses-tu » a-t-il demandé. « Que certaines personnes te brisent parce qu'elles ne peuvent pas plier » ai-je dit doucement. « Mais je ne me briserai pas. Pas pour lui. » Il a souri. « C'est ma femme, ça. » 2 jours plus tard, j'ai reçu un email du bureau juridique de la marine. C'était un avis de courtoisie. Apparemment, mon père avait déposé une plainte informelle concernant un prétendu harcèlement psychologique et une rétention de biens familiaux. Cela n'avait aucun poids juridique, c'était juste une autre tentative d'écorner ma réputation. J'ai ri en le lisant, non pas parce que c'était drôle, mais parce que j'avais enfin cessé de m'en soucier. Cette fois, je n'ai pas pleuré, je n'ai pas tremblé, je n'ai même pas appelé Alexandre. J'ai simplement écrit une réponse d'une seule phrase à l'officier juriste. Aucune action requise. Affaire familiale résolue. Ensuite, je suis sorti, je me suis tenu sous le soleil de l'après-midi et j'ai pris la plus profonde inspiration de ces dernières années. L'air était chaud, salé et honnête. Pour la première fois, je me suis senti intouchable. Les retombées n'arrivent pas tout de suite. Ce n'est jamais le cas. Elles s'insinuent silencieusement par le biais de chuchotements, d'appels téléphoniques qui cessent, de membres de la famille qui, soudainement, ne veulent plus s'impliquer. Environ une semaine après l'incident avec la police, j'ai remarqué que mes réseaux sociaux étaient devenus silencieux. Mon cousin s'était désabonné de mon profil. Une tante à qui j'avais toujours envoyé des cartes de vœux pour Noël a publié un message vague en ligne sur les enfants arrogants qui oublient d'où ils viennent. Je n'avais pas besoin d'être identifié pour savoir de qui elle parlait. Puis sont venus les appels téléphoniques, non pas de mes parents, mais de personnes qui partageaient leur nom de famille. « Émilie, chérie, appelle ton père » a dit tante Chantal un matin. Il a traversé beaucoup d'épreuves. J'ai ravalé un rire amer. Moi aussi. Tout de même, a-t-elle dit, la voix douce mais teintée de jugement. C'est ton père. Exactement, ai-je répondu. Et les pères n'appellent pas la police contre leurs filles. La ligne est devenue silencieuse, suivie d'un petit soupir. Tu es trop fière, Émilie. Tout comme lui. Cette partie-là a fait mal, parce que c'était vrai. Sur la base, la tempête m'a atteinte de différentes manières. Le maître principal Rousseau a commencé à recevoir des appels étranges demandant à confirmer mes états de service. Quelqu'un et je n'avais pas besoin de deviner qu'il essayait de fouiller dans ma carrière. Un jour, à l'heure du déjeuner, un jeune enseigne de vaisseau a chuchoté, « Commandant, mon père a vu quelque chose sur vous sur Facebook. Il a dit que vous aviez renié votre famille après être devenu riche. » Je l'ai regardé calmement. « Vous croyez tout ce que vous lisez sur Internet, enseigne ?» Il a rougi. « Non, commandant. »« Bien, ai-je dit. Alors retournez au travail. » Mais quand il est parti, j'ai quand même ressenti la morsure. Les rumeurs peuvent déjouer même le soldat le mieux entraîné. Ce week-end-là, Alexandre a suggéré de faire un tour en voiture pour nous changer les idées. Nous avons préparé des sandwichs et nous nous sommes dirigés vers Hyères. C'était le printemps, assez chaud pour les joggeurs et les touristes, mais assez calme pour réfléchir. Nous avons marché le long de la promenade, l'océan scintillant sous un doux soleil. Alexandre nous a acheté de la limonade à un vendeur et a dit, « Tu sais quel est ton problème, commandant ?» J'ai haussé un sourcil. « Prudence, marin. »
Il a gloussé. Tu as passé toute ta vie à essayer de gagner des guerres qui ne peuvent pas être gagnées. Ton père n'est pas un ennemi que tu dois vaincre. C'est une tempête que tu dois laisser passer. J'ai bu une gorgée de ma boisson. Les tempêtes causent quand même des dégâts. Bien sûr, a-t-il dit, mais tu ne blâmes pas la pluie d'être de la pluie. J'ai fixé l'horizon pendant un long moment. Il était fier de moi avant, tu sais. Quand j'ai été accepté à l'école navale, il a dit que j'étais une pionnière. Alexandre a hoché la tête. Et ensuite? Je crois qu'il a réalisé que j'ouvrais une voie qu'il ne pouvait pas suivre. Ce soir-là, de retour à la maison, nous avons trouvé une enveloppe scotchée sur notre boîte aux lettres. Mon estomac s'est noué avant même que je la touche. Elle venait de ma mère. L'écriture était douce, appliquée, comme si elle craignait que je ne la déchire avant de la lire. Émilie, je sais que les choses sont allées trop loin. Ton père est en colère, mais au fond, il a honte. Il ne sait plus comment te parler. S'il te plaît, appelle-nous. Avec tout mon amour, maman. Aucune excuse, aucune reconnaissance de ce qu'il avait fait. Juste une supplique pour que je lui facilite la tâche à nouveau. J'ai plié la lettre et je l'ai posée sur le comptoir. Alexandre observait en silence de l'autre côté de la cuisine. Tu ne vas pas appeler, n'est-ce pas? A-t-il dit. Non, ai-je répondu doucement. Pas tant qu'il n'aura pas prononcé les mots que j'attends depuis 30 ans. Je suis fier de toi au point. J'ai secoué la tête. Je suis désolé au point. Le travail est redevenu mon refuge. J'ai pris des gardes supplémentaires, je me suis porté volontaire pour des rotations de nuit. Quand on est entouré d'ordre et de hiérarchie, la douleur semble gérable. On peut la classer, l'étiqueter, la contrôler. Mais la nuit, en rentrant à la maison, le silence se faisait plus assourdissant. Alexandre essayait de le combler avec de la chaleur, des dîners, des films, de petites blagues, mais j'étais trop enfermé en moi-même. Un soir, il a dit, tu sais, j'ai épousé un commando marine, pas un fantôme. Ça m'a stoppé net. Je suis là, ai-je dit doucement. Il a secoué la tête. Non, tu es toujours dans cette maison avec lui. Tu te promènes comme si tu attendais la permission de respirer. Ce n'est pas vrai. Alors respire, Émilie. Pour une fois, vis comme s'il n'avait pas le droit d'écrire le scénario de ta vie. Je me suis détourné, clignant rapidement des yeux. C'est plus facile à dire qu'à faire. Je sais, a-t-il dit, la voix adoucie. Mais si quelqu'un peut le faire, c'est toi. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un appel du bureau des ressources humaines de la base. Commandant Cartier, a dit l'officier, nous avons reçu une lettre anonyme alléguant une faute de conduite concernant les finances de votre famille. Nous savons que c'est faux, mais nous devions vous en informer. J'ai failli rire. Laissez-moi deviner qui l'a envoyé. Je suis désolé, commandant. Nous devons la classer, mais elle sera rejetée. Je l'ai remercié, j'ai raccroché et je me suis assise en silence. Et voilà, une autre attaque. Mais au lieu de la colère, j'ai ressenti un calme inattendu. C'était sa dernière ruse, essayer de salir ce qu'il ne pouvait pas contrôler. Ce soir-là, je suis allé courir longtemps le long du port. L'air était vif, l'eau reflétait les lumières de la ville comme des étoiles éparpillées. À chaque pas, j'avais l'impression de me débarrasser d'une couche d'attente, de culpabilité, de honte. En rentrant, j'ai ouvert mon carnet et j'ai écrit une seule phrase sur la page, la famille ne signifie pas l'obéissance, elle signifie le respect. 2 semaines plus tard, j'ai reçu un message d'un numéro inconnu. Tu as monté tout le monde contre moi. J'espère que tu es heureuse. Pas de signature, mais je n'en avais pas besoin. Pendant un long moment, j'ai juste fixé les mots. Ensuite, j'ai supprimé le message et bloqué à nouveau le numéro. Après cela, je me suis versé une tasse de thé, je suis allé sur le porche et j'ai regardé la rue calme à l'extérieur. Quelque part au loin, la sirène d'un train a retenti, grave, lugubre, s'estompant dans le lointain. J'ai murmuré pour moi-même, laisse couler. Et pour la première fois, je le pensais vraiment. Le lendemain matin, quelque chose de petit mais de puissant s'est transformé en moi. Je me suis réveillé avant mon alarme, j'ai préparé le petit déjeuner et le déjeuner d'Alexandre avant même qu'il ne descende. Il a eu l'air surpris. Ça va? Je crois que oui, ai-je dit. Pour la première fois depuis un moment,
il a souri. Alors, qu'est-ce qui a changé? J'ai arrêté de me battre contre des fantômes, ai-je répondu simplement. De toute façon, ils ne peuvent pas t'entendre. Ce dimanche-là, je suis retourné à l'église pour la première fois depuis le mariage. Je me suis assise sur le dernier banc et j'ai écouté. Pas pour obtenir le pardon, pas pour être guidé, juste pour le silence. Et dans ce silence, j'ai trouvé quelque chose qui ressemblait presque à la paix. Je n'avais pas besoin de leur validation. Je n'avais pas besoin de leurs excuses. J'avais seulement besoin de croire que j'étais suffisante telle que j'étais. Et pour la première fois, j'y ai cru. L'été est arrivé à Toulon, lourd de chaleur et d'un pardon que je n'étais pas prête à accorder. L'air sentait l'herbe coupée et le goudron chauffant sur les routes. Alexandre et moi nous sommes installés dans de petites routines. Les samedis au marché de producteurs, les soirs de semaine à nous promener le long du port jusqu'à ce que le ciel devienne lavande. Je laissais plus souvent mes cheveux détachés, je riais plus facilement, j'ai appris le nom du couple de personnes âgées d'à côté qui nous saluaient depuis la balancelle de leur Porsche à la tombée de la nuit. La paix avait désormais une forme. Elle ressemblait à une vie ordinaire. Puis le prêtre de ma paroisse d'enfance m'a appelé. J'ai reconnu son numéro avant de décrocher. Je ne lui avais pas parlé depuis avant le mariage, depuis les conseils de préparation au mariage qu'il avait offerts autour d'un café, mêlant écriture sainte et bon sens. À l'époque, il m'avait demandé gentiment si je pensais que mon père assisterait à la cérémonie. J'avais dit oui. J'y avais cru comme on croit que le soleil va se lever. Commandant Cartier, a-t-il dit, glissant mon grade entre nostalgie et respect. Avez-vous une minute? Oui, ai-je répondu, affermissant ma voix contre les nouvelles qu'il m'apportait. Je déteste être celui qui vous l'annonce, a-t-il dit, mais le mariage de votre frère a été reporté, voire annulé. Je me suis affaissé sur une chaise de cuisine et j'ai fixé le réfrigérateur, et plus précisément une carte postale de l'Atlantique coincée sous un aimant en forme d'encre. Pourquoi? Eh bien, il a fait une pause, choisissant la voie la plus douce. Il y a des dettes. Plus que la fiancée ne le savait. Des comptes impayés. Une voiture qu'il disait posséder entièrement, mais ce n'est pas le cas, et une autre personne qui pense être fiancée avec lui aussi. J'ai laissé échapper un souffle qui sonnait comme une confession. Ça lui ressemble bien. Je n'appelle pas pour colporter des ragots, a ajouté le prêtre. L'entreprise de votre père est aussi en difficulté. Des saisies fiscales, un sous-traitant qui n'a pas été payé. Il est fier, Émilie. Trop fier pour demander de l'aide. Il dit qu'il est la victime. Mais je pense qu'il se noie. Les mots auraient dû sonner comme une vengeance ou peut-être un karma portant ses habits du dimanche. Au lieu de cela, ils ont résonné dans ma poitrine comme des pierres. Que attendez-vous de moi, ai-je demandé. Rien avec quoi vous ne puissiez vivre, a-t-il dit. Parfois, tout ce dont une tempête a besoin, c'est d'un endroit sec pour passer au-dessus. Après avoir raccroché, j'ai regardé par la fenêtre la route qui miroitait sous la chaleur. Quelque part, une tondeuse à gazon bourdonnait. Un enfant a ri 2 maisons plus loin. Je n'étais pas une sainte. Je n'étais même pas une fidèle assidue de l'église. Mais j'ai joint mes mains sur la table et j'ai tout de même murmuré une prière maladroite. Moitié supplique, moitié capitulation. Mon Dieu, je ne veux pas qu'il soit blessé, ai-je dit dans le silence. Je veux juste qu'il arrête de me blesser. Ce soir-là, j'ai tout raconté à Alexandre. Il a posé 2 assiettes sur la table et a écouté sans m'interrompre, de la façon dont il le fait quand une machine s'exprime par des cliquetis que personne d'autre ne peut entendre. Alors, a-t-il dit doucement, as-tu envie de conduire jusque là-bas pour le voir? J'ai secoué la tête. Si j'y vais maintenant, je serai son filet de sauvetage financier, et je ne jouerai plus jamais ce rôle. Tu as le droit de te protéger, a-t-il dit. La protection n'est pas une vengeance. C'est de la gestion de soi. J'ai souri à l'entente de ce mot. Il a fait résonner mon cœur comme quelque chose que je pouvais maîtriser. Des bilans comptables et des calendriers de maintenance, pas des plaies ouvertes. Une semaine plus tard, une autre lettre est arrivée, celle-ci écrite de la main penchée de ma mère. Elle m'écrivait que la fiancée de mon frère avait déménagé de leur appartement. Elle écrivait que des fournisseurs appelaient à la maison. Elle écrivait que la banque avait des inquiétudes. Entre les lignes, elle écrivait qu'elle avait peur.
Je l'ai lu sur les marches de derrière alors que la soirée se rafraîchissait et que les azalées le long de la clôture frissonnaient sous la brise. Je pouvais voir le visage de ma mère aussi clairement que si elle était en face de moi. Le rouge à lèvres soignées, les yeux calmes qui regardaient toujours vers le bas avant de regarder vers le haut. Elle était experte pour faire semblant qu'une crise n'était qu'une course compliquée à faire. Je l'aimais, et je lui en voulais de me forcer à porter le poids du monde entier. Je n'ai pas répondu. Non pas parce que je voulais qu'elle souffre, mais parce que chaque réponse de ma part était devenue un aveu, je vais arranger ça. Je devais désapprendre cette habitude comme on corrige une mauvaise pression sur la gâchette. Les jours se sont étirés. Les tempêtes estivales de Toulon se succédaient à intervalles réguliers. De grosses gouttes, du tonnerre rapide, de la vapeur s'échappant de la rue ensuite. J'ai couru sous la pluie un après-midi et j'ai repensé à un jour d'il y a 20 ans. Le premier été où mon père m'a laissé l'aider à réparer la clôture derrière notre maison. Il m'avait tendu une tarière comme s'il s'agissait d'une épée de cérémonie. « Garde la ligne droite », avait-il dit en pointant un cordeau qu'il avait tendu entre deux coins. L'air était saturé de l'odeur du chèvrefeuille et de la terre mouillée. Je me souviens de ses grandes mains stabilisant le poteau en cèdre pendant que nous tassions la terre autour. Il m'avait montré comment utiliser le niveau, comment lire la bulle, comment corriger une légère inclinaison. Quand nous avions terminé, il s'était essuyé le front avec le dos de son poignet et avait contemplé notre travail comme un roi. Puis il m'avait regardé, non pas à travers moi, ni autour de moi, et avait dit « C'est bon. Ça tiendra ». Je me suis assise sur le trottoir devant notre maison à Toulon, rendu glissant par la pluie et les souvenirs. Et j'ai pleuré pour la petite fille qui avait cru que cette phrase signifiait que, moi aussi, je tiendrais. Pendant des années, je l'avais fait. J'avais été le niveau, la ligne, le poids constant contre l'inclinaison. Mais les clôtures ne peuvent pas tout retenir. Les filles non plus. Le prêtre a rappelé 2 semaines plus tard. Votre père m'a demandé de vous dire qu'il veut parler, a-t-il dit. Il ne dira pas qu'il est désolé. Il m'a demandé de ne pas le dire en son nom. Mais il m'a demandé de vous dire qu'il est. Qu'il est fatigué. Fatigué. L'homme que je connaissais fonctionnait à la fierté, à la caféine et à la conviction que les sentiments des autres étaient exagérés. Ce mot ne correspondait pas à son gabarit. Ça m'a saisi. Merci, ai-je dit au prêtre, d'être le pont sans me pousser à le traverser. Il a ri doucement. Les ponts se contentent de rester debout. Ce sont les gens qui décident de marcher dessus. Certaines nuits, j'ai ressenti l'envie de faire la route, de me tenir en face de mon père dans la cuisine où je faisais mes devoirs pendant qu'il corrigeait ses copies. J'aurais pu lui parler des recrues que j'encadrais, de la fille de la Creuse qui avait battu son record de vitesse à la course, du garçon de Bretagne qui écrivait à sa famille tous les dimanches et appelait sa grand-mère avant l'extinction des feux. J'aurais pu lui remettre une pile de preuves montrant que je m'étais construit une vie à la fois douce et forte. J'aurais pu lui demander d'être fier, juste une fois. Au lieu de cela, j'ai écrit une seule carte postale, le phare du Cap Camara, une balafre blanche contre le bleu de la mer. Au dos, j'ai écrit « Je pense à vous ». Je ne l'ai pas signé. L'amour n'a pas ajouté mon adresse de retour. Je l'ai adressé à ma mère. Je savais qu'elle lui montrerait, et je savais qu'il ne saurait pas quoi faire d'un message qui ne donnait aucune directive. 1 mois plus tard, j'ai appris la nouvelle comme on apprend la plupart des choses de nos jours, de seconde main, et en plein milieu d'une journée de travail. Mon cousin m'a envoyé un message disant que le mariage de mon frère était officiellement annulé. Il est dans une mauvaise passe, a-t-elle écrit. Ne l'enfonce pas davantage. J'ai fixé l'écran, ne ressentant aucun triomphe, aucun soulagement. Seulement une douleur lasse pour un garçon qui avait grandi en apprenant que quelqu'un d'autre paierait toujours les pots cassés. Nous avions tous les deux hérité d'un grand livre de comptes. Son encre coulait vers les dettes, la mienne vers les obligations. Peut-être étions-nous la même leçon, écrite dans 2 langues différentes. Ce soir-là, Alexandre m'a trouvé en train de plier le linge avec le genre de soin furieux réservé au deuil. Il m'a pris une chemise des mains et a dit « Laisse-la se froisser ». J'ai ri, et le son m'a moi-même surprise. Puis j'ai dit « Tu penses que j'ai le cœur dur ?» Il a secoué la tête. Je pense que tu apprends à mettre ton cœur là où les gens ne peuvent pas le piétiner. Nous nous sommes assis par terre, entourés de serviettes propres empilées comme de petites barricades douillettes. La maison était calme. Même l'horloge semblait respirer plus lentement. Avant de me coucher, je suis sorti sur le porche.
Le ciel au-dessus de Toulon était clair, les étoiles, nettes. Quelque part au loin, la corne de brume d'un navire a résonné, longue, grave, affirmée. J'ai fermé les yeux et j'ai repensé à cette vieille clôture. La bulle du niveau trouvant son centre, le poteau en cèdre s'enfonçant dans la terre. Tiens bon, me suis-je murmuré. Tu tiendras. Et pour la première fois, tenir bon ne signifiait pas porter le poids de quelqu'un d'autre. Cela signifiait rester là où je m'étais enraciné et laisser passer la tempête, non pas comme une punition, mais comme un simple phénomène météorologique. Quand je suis finalement rentré, Alexandre dormait déjà. Un bras jeté sur mon côté du lit comme une promesse. Je me suis allongé doucement et j'ai écouté sa respiration jusqu'à ce que la mienne s'y accorde. Quelque part entre la veille et le sommeil, j'ai fait une prière silencieuse qui ne demandait ni victoire ni excuse, seulement ce genre de miséricorde qui ressemble à de la sagesse. S'il y a une leçon que les vieilles générations comprennent, c'est que certains enseignements arrivent lentement et restent pour toujours. La mienne était, les limites sont de l'amour portant des chaussures de sécurité. Le pardon consiste à ne pas laisser la colère dicter ton itinéraire. Et l'honneur, le vrai honneur, ne se contente pas toujours de saluer. Parfois, il refuse simplement de faire marche arrière. C'était fin septembre lorsque le téléphone a sonné. J'ai failli ne pas répondre. C'était l'indicatif de la région lyonnaise, un 04 que je ne reconnaissais pas. J'étais en train de peaufiner un rapport pour l'état-major, écoutant à moitié le ronronnement du ventilateur de plafond. La voix à l'autre bout était calme mais ferme. Commandant Cartier, c'est le prêtre. Mon cœur a ralenti. L'air dans la pièce s'est épaissi. Oui, mon père, ai-je dit prudemment. Cela fait un moment. Il a hésité, puis a dit, votre père est à l'hôpital. Insuffisance cardiaque. Il est stable pour l'instant, mais c'est grave. Pendant un instant, je n'ai rien dit. J'avais déjà imaginé cet appel lors de mauvaises nuits, quand la colère se brouillait avec la pitié, quand je l'imaginais vieux et plein de regrets. Mais imaginer quelque chose et l'entendre étaient deux guerres différentes. Quel hôpital, ai-je demandé. L'hôpital Édouard Herriot à Lyon. J'arrive, ai-je répondu machinalement. Quand nous avons raccroché, je suis resté immobile un long moment. Alexandre m'a trouvé comme ça, les mains sur les genoux, fixant le vide. Qui c'était? Le prêtre, ai-je dit. Papa est malade. Il m'a regardé avec précaution. Tu veux que je vienne? J'ai secoué la tête. Non, je dois faire ça seul. Le trajet jusqu'à Lyon a pris 3h30. Je n'ai pas allumé la radio. J'ai juste écouté le bourdonnement des pneus contre l'asphalte et le son de ma propre respiration. Les arbres d'automne se fondaient en traînées d'or et de rouille, comme si le monde avait décidé de s'habiller pour une occasion solennelle. Quand je suis arrivé à l'hôpital, l'air sentait l'antiseptique et le temps qui passe. Une infirmière m'a conduite dans un long couloir. Les néons bourdonnaient doucement au-dessus de nos têtes, trop brillants, trop propres. Ma mère était là, assise dans le coin de la chambre, agrippant un gobelet en carton rempli de café froid. Elle paraissait plus petite que dans mes souvenirs, comme si le chagrin pesait sur ses épaules depuis des années. Quand elle m'a vu, ses yeux se sont écarquillés. Émilie. Salut, maman. Elle s'est levée, mais ne savait pas si elle devait me serrer dans ses bras ou s'excuser. Finalement, elle a juste tendu la main et effleuré ma manche. Le compromis d'une mère entre l'amour et la peur. Il dort, a-t-elle dit. Il ne sait pas encore que tu es là. J'ai hoché la tête. C'est d'accord. Je me suis tourné vers le lit. Mon père semblait pâle, presque translucide sous les lumières crues. Les tubes, les moniteurs, le soulèvement et l'abaissement superficiel de sa poitrine, tout cela le faisait paraître petit, trop humain. Pendant un long moment, je suis resté planté là. C'était l'homme qui avait construit des clôtures, des règles et des hiérarchies. L'homme qui m'avait appris à saluer avant même de porter un uniforme. L'homme qui m'avait dit un jour que les larmes surviennent lorsque les personnes faibles n'ont plus de mots. Maintenant, il était silencieux, et moi non plus, je n'avais plus les mots. Cette nuit-là, j'ai dormi dans un motel voisin. La climatisation cliquetait comme si elle était hantée et je suis resté éveillé, fixant le plafond fissuré. Vers minuit, ma mère m'a appelé. Il est réveillé, a-t-elle murmuré. Il a demandé à te voir. J'y étais en 15 minutes. Quand je suis entré dans la chambre, il a levé les yeux.
Sa voix était faible, mais claire. Je ne pensais pas que tu viendrais. J'ai failli ne pas le faire, ai-je répondu sincèrement. Il a fait un faible signe de tête. Logique. Nous nous sommes regardés, deux soldats dans des camps opposés d'une guerre qu'aucun de nous n'avait voulu mener. Finalement, il a dit, toujours en uniforme. Toujours, ai-je répondu. Il a gloussé faiblement. Je savais que tu ferais quelque chose de ta vie. Je ne savais tout simplement pas que ce serait si loin de nous. Tu m'as poussé loin, papa. Il a détourné le regard. J'essayais de te rendre forte. Tu as réussi, ai-je dit doucement. Mais tu m'as aussi rendu seul. Cela l'a fait taire. Les moniteurs bipaient régulièrement, comblant le vide entre nous. Après un moment, il a dit, je ne t'ai jamais détesté. Tu sais. Je sais. Je ne savais tout simplement pas comment aimer quelqu'un que je ne pouvais pas contrôler. Ces mots, bruts, maladroits, humains, ont brisé quelque chose en moi. Je me suis assise à côté du lit et j'ai pris sa main, cette même main qui avait jadis frappé la table quand j'avais annoncé que je rejoignais la marine. Cette même main qui avait tenu un marteau pour construire cette clôture il y a toutes ces années. Tu n'as plus besoin de me contrôler, ai-je murmuré. Tu dois juste te reposer. Il a hoché la tête, les yeux vitreux de larmes non versées. Le lendemain matin, j'ai aidé ma mère à remplir de la paperasse pour l'hôpital. Elle n'arrêtait pas de s'excuser pour des choses qu'elle ne nommait pas. La police, les lettres, le silence. J'aurais dû l'arrêter, a-t-elle dit. Tu ne le pouvais pas, ai-je répondu doucement. Personne ne le pouvait. Il devait s'arrêter lui-même. Quand elle s'est détournée pour cacher ses larmes, j'ai pris la vieille chevalière de mon père, celle qu'il portait quand il enseignait, sur la table et je l'ai tenue dans ma main. Elle était rayée, terne et lourde. Une infirmière est entrée. Commandant Cartier, a-t-elle dit doucement, me reconnaissant grâce à mon badge. Il nous a dit que vous étiez militaire. Il a raconté des histoires sur vous au personnel. Des histoires, ai-je demandé. Elle a souri. Il a dit que sa fille était plus coriace que la moitié de la marine. Qu'elle le rendait fier. Je n'ai pas pleuré sur le coup, mais quand je suis sorti dans le couloir, je m'appuyais contre le mur, j'ai fermé les yeux et j'ai laissé le poids de ce mot s'installer, fier. Ce soir-là, avant de reprendre la route pour Toulon, je suis allé le voir une dernière fois. Il était à moitié endormi, pâle et paisible. Il a ouvert un œil. Tu pars déjà? Je reviendrai, ai-je dit. Ne te fatigue pas si je n'y survis pas, a-t-il murmuré. J'ai dit ce que j'avais à dire. J'ai esquissé un léger sourire. Tu t'en sortiras. Tu es trop têtu pour abandonner maintenant. Il a eu un sourire en coin, le fantôme de l'homme qu'il était. Tu tiens ça de moi. Peut-être, ai-je dit, mais j'ai appris la grâce de maman. Il a hoché la tête en fermant les yeux. C'est bien. Tu auras besoin des deux. Le trajet de retour a été long et silencieux. À mi-chemin, je me suis arrêté près d'une petite chapelle en bord de route, une de ces petites églises de campagne peintes en blanc qui ont l'air de garder des secrets. Je suis entré, je me suis assise sur le dernier banc et j'ai murmuré, merci de m'avoir permis de venir avant qu'il ne soit trop tard. Je ne savais pas si je parlais à Dieu, au destin, ou à cette part de moi qui était restée en colère trop longtemps. Peut-être aux trois. Quand je suis sorti, le soleil se levait. J'ai conduit le reste du chemin jusqu'à la maison sous sa lumière. Alexandre m'attendait sur le porche avec 2 tasses de café. Comment c'était? Difficile, ai-je dit, mais c'était la bonne chose à faire. Il a hoché la tête. C'est généralement l'effet que font les bonnes choses. Nous nous sommes assis ensemble, regardant le ciel s'éclaircir. Pour la première fois depuis des années, le silence entre mon père et moi ne résonnait plus. Il prenait simplement fin. Le printemps est revenu à Toulon l'année suivante, doux et doré. Les cornouillers ont fleuri tôt, et la base était de nouveau animée par les nouvelles recrues, tout en air, en énergie et en conviction que le travail acharné pouvait tout réparer. Je me revoyais dans leurs visages. Je voyais aussi à quel point j'avais eu tort, autrefois, de penser que la force signifiait l'isolement. Cela faisait 6 mois que mon père était décédé. Il avait passé l'hiver, juste assez longtemps pour avoir une dernière conversation, un adieu déguisé en banalité. Il s'était éteint paisiblement à la maison, ma mère lui tenant la main. Elle m'a appelé juste après le lever du soleil. Sa voix était calme,
presque formelle. Il est parti, Émilie. Il a dit qu'il t'aimait. J'étais sur le port à ce moment-là, regardant une frégate glisser vers le large. Je me souviens de l'odeur du diesel et du sel, des mouettes fendant le matin gris. Quand l'appel s'est terminé, je suis resté là et j'ai chuchoté, « Bon vent, papa ». Je n'ai pas pleuré. Pas à ce moment-là. Les funérailles ont été intimes, comme il le souhaitait. Je portais mon uniforme de cérémonie blanc de la marine, à la demande de ma mère. Certains membres de la famille fuyaient mon regard. D'autres me regardaient avec quelque chose qui ressemblait à de la honte ou de la gratitude. Je n'avais besoin ni de l'un ni de l'autre. Je me suis juste tenu au garde à vous quand l'aumônier a parlé, et j'ai écouté la sonnerie aux morts. Après la cérémonie, j'ai aidé ma mère à monter dans sa voiture. Elle paraissait fragile, comme si l'année écoulée l'avait vieilli d'une décennie. « Merci d'être venu », a-t-elle dit. « Je le devais », ai-je répondu. Il m'a appris à être présente même quand ça fait mal. Elle a hoché la tête. Il était fier de toi. Tu sais, il ne savait tout simplement pas comment le dire. Je sais, ai-je répondu. Je l'ai dit pour nous deux. Nous nous sommes prises dans les bras, vraiment prises dans les bras, pour la première fois depuis des années. Un mois plus tard, un petit paquet est arrivé à ma porte. À l'intérieur, il y avait une enveloppe portant la mention « à Émilie » de la part de papa. L'écriture était faible, mais indéniable. Chaque lettre était appuyée trop fort, comme s'il avait voulu graver les mots dans le papier. Émilie, si tu lis ceci, c'est que j'ai probablement manqué de temps. Je ne sais pas comment m'excuser correctement. J'ai toujours pensé que les excuses rabaissaient un homme. Mais peut-être que se faire petit est le commencement du pardon. Tu as eu raison de tenir bon. Tu as eu raison de t'éloigner. J'ai essayé de t'élever pour que tu sois forte. Tu es devenue plus forte que ce que je pouvais gérer. J'ai appelé la police parce que je ne pouvais pas me dénoncer moi-même. Dis à ton mari que je le respecte. Il est resté à tes côtés comme j'aurais dû le faire. Tu feras mieux que moi. C'est ce que tout parent devrait souhaiter. Papa. La lettre sentait légèrement l'huile de moteur, provenant de son atelier, j'imagine. Je l'ai lue 3 fois, puis je l'ai pliée et je l'ai rangée dans le tiroir de mon bureau, à côté de mes médailles. Ni au-dessus, ni en dessous, à côté. À égalité. Cet été-là, la vie a repris son cours à travers de petites choses ordinaires. Ma mère a commencé à m'appeler tous les dimanches soirs, juste pour parler. Elle me posait des questions sur le travail d'Alexandre, sur les nouvelles recrues, sur mon jardin. Son rire s'est adouci au téléphone, plus léger, plus libre. Un soir, elle a dit, « Je pense qu'il serait heureux de nous voir comme ça. » Je le pense aussi, ai-je répondu. Alexandre et moi avons commencé à organiser des barbecues pour nos voisins. Parfois, quand le barbecue fumait et que les enfants couraient dans le jardin avec des cierges magiques, je me surprenais à lever les yeux, m'attendant à moitié à voir mon père appuyé contre la clôture, une bière à la main, faisant semblant de ne pas sourire. La douleur n'a pas disparu, mais elle a changé. Elle est devenue plus silencieuse, plus douce, moins une blessure et plus une cicatrice patinée par le temps, me rappelant que j'avais survécu à quelque chose d'important. Un samedi, j'ai été invité à prononcer un discours lors de la cérémonie de remise des diplômes d'un lycée local. Le proviseur m'a présenté comme le commandant Émilie Cartier, officier des commandos marines et enfants du pays. Les applaudissements m'ont surprise. Quand je suis monté à la tribune, le gymnase sentait les fleurs et la cire à parquet. J'ai regardé les rangées de visages, brillants, pleins d'espoir, terrifiés par ce qui les attendait, et j'ai pensé à mon père m'observant autrefois depuis une chaise pliante dans ce même gymnase. J'ai pris une grande inspiration. Quand j'avais votre âge, ai-je commencé, je pensais que le respect venait des titres, des médailles, des accomplissements. J'avais tort. Il vient de la façon dont vous traitez les gens, surtout quand ils ont cessé de bien vous traiter. Certains d'entre vous quitteront la maison et découvriront que les personnes qui auraient dû vous aimer le plus ne savaient pas comment le faire. Ne portez pas cette colère éternellement. Elle devient lourde. Apprenez à la déposer, même s'ils ne vous demandent jamais de le faire, parce que pardonner, ce n'est pas les laisser gagner, c'est vous permettre de vous reposer. La salle était silencieuse. Quelques parents ont hoché la tête. Une fille au premier rang a essuyé ses yeux. J'ai souri et j'ai ajouté, et appelez vos mères. Elles s'inquiètent plus que vous ne le pensez.
Les rires qui ont suivi m'ont fait l'effet d'un rayon de soleil perçant les nuages. Ce soir-là, je me tenais de nouveau sur le porche, un café à la main, regardant les lampadaires s'allumer un par un. Alexandre m'a rejointe et a passé un bras autour de mes épaules. « Tu as bien parlé aujourd'hui, a-t-il dit. »« Merci, ai-je répondu. J'ai juste dit ce que j'aurais aimé que quelqu'un me dise plus tôt. » Il a fait un signe de tête vers le ciel. « Ton père aurait aimé ce discours. » Peut-être, ai-je dit. Ou peut-être qu'il m'aurait dit de le raccourcir. Nous avons tous les deux ri. Puis j'ai murmuré, presque pour moi-même, je crois qu'il m'a enfin entendu, où qu'il soit. Alexandre a serré mon épaule. Tu penses qu'il est fier maintenant? J'ai levé les yeux vers les étoiles silencieuses. Oui, ai-je dit, et moi aussi, je le suis. Une semaine plus tard, je me suis retrouvé dans cette même église où je m'étais marié autrefois sans aucune famille sur les bancs. Cette fois, elle était remplie d'amis, de collègues, de voisins. L'une de mes recrues se mariait, et elle m'avait demandé de l'accompagner à l'autel puisque son père ne pouvait pas y assister. Quand la musique a commencé, j'ai remonté l'allée à ses côtés. Elle a chuchoté, « Je suis nerveuse. » J'ai souri, « Alors c'est que tu fais ça bien. » Quand nous sommes arrivés à l'autel, elle m'a serré la main. « Merci d'être présente. » Ces mots m'ont frappé plus fort que je ne m'y attendais. Merci d'être présente. C'est tout ce que j'avais toujours voulu de mon père, de n'importe qui. Et maintenant je comprenais que parfois, la façon dont on guérit, c'est en devenant la personne dont on a soi-même eu besoin un jour. Ce soir-là, alors que le soleil passait sous l'horizon, je suis resté seul à l'extérieur de l'église. Le ciel brûlait d'or et de rose, les mêmes couleurs qui avaient encadré mon propre mariage des années auparavant. J'ai murmuré dans la lumière déclinante, « Je te pardonne, papa, et je me pardonne à moi-même, aussi. » Puis je me suis retourné et j'ai marché vers la voiture où Alexandre m'attendait, l'avenir ouvert comme une mer calme. Si quelqu'un vous a déjà fait vous sentir invisible à votre propre table, j'espère que vous lui garderez tout de même une place. Pas pour eux, mais pour vous. Parce que parfois, le plus grand acte de vengeance n'est ni le silence, ni la distance, ni la force. C'est la paix. Et la paix, mes amis, exige aussi du courage.